le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Guillaume Lavallée, journaliste à l'agence France Presse, professeur à l'École des médias de l'UQAM. À l'AFP, il a dirigé le bureau de Jérusalem de 2019 à 2023, période pendant laquelle il a pu se rendre à Gaza régulièrement, régulièrement dans les 10 dernières années même. Il publie ces jours-ci Gaza avant le 7, 4e livre, Guillaume Lavallée. Quand même, faut le mentionner. C'est pas une première. Dans le ventre du Soudan. Drone de guerre, visage du Pakistan dans la tourmente et voyage en Afghanie chez Mémoire d'Encrier. Si vous découvrez Guillaume Lavallée avec son nouveau livre, je vous invite à aller relire. Chaque fois, c'est des portraits extrêmement sensibles. C'est ce qu'on trouve dans Gaza avant le 7. C'est Gaza d'avant cette terrible attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Il y aura un an demain avec la réplique israélienne, évidemment, qu'on connaît depuis. Guillaume, on se connaît, on doit le dire. J'ai envie de te tutoyer parce que on se connaît depuis plusieurs années. Et je te reconnaissais bien sûr dans ta mission, dans ta vision aussi du journalisme et ce désir de raconter pour expliquer. C'est important de raconter la vie à Gaza avant le 7 parce que tu dis, un Gaza qui n'existe plus. Est-ce que dès le lendemain de l'attaque, le 8, ça existait déjà plus, cette Gaza-là? Dans les semaines après, j'ai eu le sentiment que ça n'existerait plus. Puis je te dirais que dans la soirée, le 7 octobre au soir, là, tu sais, le 7 octobre, j'étais comme plusieurs personnes, on était tous secoués, là. Puis tout le monde se posait la question de qu'est-ce qui s'en vient des deux côtés, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait mais la réplique va être très intense et mais Gaza risque de plus exister. Mais à ce moment-là, je savais pas trop parce que j'avais commencé à écrire le livre l'été d'avant. Okay. Puis ça devait être un livre sur le siège de Gaza, mais il y avait pas de 7 octobre qui existait. Là. Ça faisait pas partie du tout de l'équation. Puis le 7, quand c'est arrivé, je me suis dit là, j'ai plus de livre. Je peux pas écrire là-dessus parce qu'il vient de se passer quelque chose qui est tellement traumatique, qui est tellement autre. Puis j'ai pris un mois et demi à tout mettre sur la glace, puis à essayer de sentir les choses, essayer de comprendre qu'est-ce que je pouvais apporter, qu'est-ce que je pouvais dire. Puis à partir du moment que je me suis dit, le Gaza que moi j'ai connu, lui n'existera plus. Puis je vais essayer de raconter les dernières années de Gaza telles que je l'ai connu ou telles que les Palestiniens l'ont connu. Puis ça va être ça. Donc je vais pas aborder la guerre en tant que telle parce que j'y suis pas. L'accès à Gaza est vraiment compliqué, même inexistant là, pour les journalistes étrangers présentement. Puis si j'ai pas vu quelque chose, j'ai la difficulté à écrire dessus. Puis ça se déploie tous les jours. Fait que je me dis, je veux être en retard sur le réel. Fait que je vais arrêter le curseur là, puis essayer de comprendre aussi qu'est-ce que c'était avant, puis essayer de poser la question parce que je pense qu'il y a aussi différentes grilles d'analyse sur pourquoi le 7 octobre. Puis sans offrir de réponse définitive, je vais quand même essayer d'explorer c'était quoi cette espèce de vie-là un peu étrange, puis c'était quoi de vivre sous à la fois le siège israélien, mais à la fois sous la dictature du Hamas, parce que c'est un peu ça aussi, Gaza. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, parce que tous les Gazaouis ne souhaitaient pas le Hamas au pouvoir. Il y a eu un concours de circonstances. Ils sont eux-mêmes victimes du Hamas aussi. Ils sont les premières victimes, au final. C'est parce que il y a le contre-argument qui dit oui, mais les Palestiniens ont voté pour le Hamas parce que les dernières élections législatives palestiniennes de 2006, le Hamas a remporté les élections. Ça c'est vrai. Le Hamas a un soutien quand même populaire assez fort à Gaza. Ça c'est vrai, mais il y a aussi l'autorité, le Fatah de Mahmoud Abbas, avait vraiment plus une grande popularité, mais il y avait d'autres acteurs politiques palestiniens qui avaient une popularité croissante ou qui bougeaient selon les circonstances, mais dire que l'ensemble de Gaza était Hamas, ça c'est pas vraiment possible, puis c'est faux, puis surtout tu sais, le Hamas, il y a une branche politique, une branche militaire. Vous me direz, certains vont dire mais c'est la même chose. Oui, c'est la même organisation de toute manière, mais ils ont quand même deux branches différentes. Puis il y a des gens qui étaient plus sensibles à la branche politique, mais beaucoup moins à la branche militaire. Donc, en tout cas,
c'est un peu compliqué quand même de faire le raccourci qui dit que tous les Palestiniens de Gaza sont Hamas. Ça, c'est clairement pas. Là. Mais je pense que certains veulent le faire, mais c'est pas ça. Ouais, et je trouve ça intéressant de t'entendre dire justement des raccourcis, c'est difficile de l'expliquer. Il y a l'aspect géopolitique qui est très complexe et on sent régulièrement, et tu l'as dit au lecteur, tu l'adresses à ta mère aussi, on y reviendra, donc de cette volonté de dire, voilà, on est rendu là parce qu'il y a eu ça, mais je ne vous saoulerai pas non plus d'aspect géopolitique de tous les traités depuis 1947, ça finirait pas. Mais tu nous amènes dans le quotidien qui, au final, et c'est ce qui est extrêmement habile dans le livre, c'est que chaque élément permet d'évoquer. Bon, un enfant blessé évoque la famille, la guerre chez les enfants. Les pêcheurs évoquent l'économie, la gastronomie aussi. Et moi, j'ai été particulièrement touchée par le chapitre qui s'appelle En mer. Tu as pris place avec des pêcheurs dans un bateau. Et là, on sent vraiment le journaliste. Parce que t'es avant tout, là, tu deviens l'analyste, l'expert et tout, mais avant tout, un reporter de terrain avec un bateau qui tangue, où t'as envie de vomir, où ça sent le fioul fait avec des canettes de coke, des bouteilles de plastique fondues. C'est l'occasion de parler du blocus qui était imposé à Gaza, était même maritime. Donc, il y a pas de liberté. C'est tous les éléments sont pris en otage. Ben, c'est ce que j'ai essayé de montrer sous comment les trucs les plus fondamentaux, comme le rapport à la terre, à l'eau, donc la mer, au ciel, à l'âme, en fait, comment tout ça est impliqué par le siège. Je me suis dit, je vais peut-être vous parler de géopolitique plus tard dans le livre, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire vraiment un siège dans la vie des gens de tous les jours? Puis moi, j'étais fasciné par ce reportage-là avec les pêcheurs. J'ai découvert aussi des choses que j'imaginais pas. Parce qu'en fait, les pêcheurs ont des limites de zone de pêche. Les Israéliens déterminent sur le siège en disant, bon, ben là, c'est relativement calme, vous pouvez aller à 12 000 marins, là, c'est tendu, il faut vous descendre à 3 000. Puis tous les jours, c'est un peu le yo-yo comme ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que peu importe la limite, les pêcheurs avaient un problème aussi, c'est que vu que tu as un siège, un blocus, les Israéliens vont se dire, ouais, mais vous pouvez pas acheter des moteurs dernier cri parce qu'on a peur que ça soit détourné par le Hamas pour qu'ils en fassent des speedboats puis qu'ils attaquent Israël. Fait que là, les pêcheurs se ramassent avec des espèces de vieux moteurs tout déglingués qui essaient de rafistoler puis ils vont en mer avec ça. Puis là, ça tangue de partout puis le bateau, il craque puis ça marche pas, là, tu sais. Mais ça marche pas. Ça marche parce que ça avance puis tout ça, mais tu sais, voilà. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est fou comme à quel point le siège, en fait, s'immisce dans les détails. C'est vraiment très, 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 très singulier de la vie, puis à quel point les gens ils vivent dans le conflit. J'avais une fois une personne qui était venue à Gaza qui avait dit à des journalistes palestiniens, parlez-nous d'autre chose que du conflit, parlez-nous du houmous, parlez-nous de blablabla. Tu sais, il y a un journaliste palestinien qui a levé sa main en disant, nous, le conflit, il est pas mal dans tout. On peut pas, comme l'extraire, comme dire, il y aurait le conflit là, puis il y aurait la vie quotidienne, tu sais. Ouais. Ça m'a un peu marqué en me disant, moi, je vais essayer de montrer, parce que j'allais souvent, j'avais à Gaza un reportage, j'essayais de montrer comment ça infiltre des choses aussi simples que ce que tu manges, ce que tu respires à la limite, mais ce à quoi tu as accès quand tu es pêcheur, ce à quoi tu as accès quand tu es un enfant, ce à quoi tu as accès quand tu veux sortir de tu vas aller te faire traiter à l'extérieur. Bref, tous ces aspects-là du quotidien, en fait. Et d'ailleurs, ce cas des pêcheurs le montre bien aussi. Un autre élément, c'est celui de la limite, c'est-à-dire la liberté. La notion de liberté est très relative. Quand on dit pêcheur sous le blocus, c'est quand même l'un des seuls horizons, l'un des seuls simulacres de liberté hors sol, sans mur, à respirer le large, même un large bien corseté. Donc, ça montre aussi, tu disais en entrevue, les gens sont nostalgiques de ce qui était pas possible, là. C'est ça qui m'a fasciné après dans les derniers mois, c'est que je parlais avec des amis à Gaza, puis tu sais, ils savaient bien que la période du siège était intenable, ils savaient bien à quel point c'était dur pour eux, mais à l'aune des bombardements qu'ils recevaient, ils disaient comme je préférais quand même avant. Tu sais, puis je me suis dit, c'est quand même incroyable d'être nostalgique de quelque chose que quand t'étais dedans, t'étais comme il faut qu'on en sorte, tu comprends, mais ce qui est venu après est tellement plus catastrophique pour eux que c'était comme on se souvient, il y avait comme un monde là, puis je me suis dit cette espèce de monde là, il faut que j'essaie de trouver des mots pour le décrire. Puis j'ai un ami qui m'a fait un grand plaisir cet été parce qu'on parlait, j'étais à Jaffan, puis il me disait, Guillaume, il va y avoir beaucoup de livres sur le 7 octobre puis l'après, puis c'est très bien comme ça.
Mais c'est bien que tu t'aies fait un livre sur l'avant parce que on va l'oublier. Ah oui, voilà. On va oublier ce que c'était parce que fait que c'est ça, fait que c'est vu qu'on y était avant, mais j'ai dit moi je peux pas faire autrement parce que j'étais avant. Je suis pas après, fait que je peux pas faire l'après, puis le 7 j'étais pas là-bas, fait que je peux pas non plus, mais je vais me concentrer sur l'avant, mais c'est ça. Fait que le but c'était comme un peu de retracer un peu, c'était ça, mais vraiment sur l'expérience humaine, là, puis pas perdre le lecteur. Il y a la géopolitique, mais vraiment amener le lecteur en immersion avec moi dans la bande de gazon. Tout à fait. Et on parle d'oubli. Je l'ai évoqué rapidement en début d'entretien. Le livre est aussi dédié à ta mère qui souffre de problèmes de mémoire, donc qui a toujours été un peu, je dirais peut-être dépassée par ton métier, c'est-à-dire c'était comme...